Nous ne vérifierons pas ce que fait l'IA, parce que l'IA manipule trop de données, trop de concepts pour nous. On peut le regretter, mais il va falloir s'habituer à accepter les décisions de l'IA, les idées de l'IA, sans qu'un cerveau humain soit capable de vérifier ces décisions. La franchise de Laurent Alexandre. Une autre question de l'INSEC pour Laurent Alexandre, une question d'Alexandre. Bonjour. Alors, bonjour. Je m'interroge. Nous nous interrogeons. Si l'humain n'est pas remis en question par les prouesses de la machine, comment expliquer les conséquences du grand pic du taux de chômage à l'ère du machinisme et qu'en deviendra-t-il des hommes qui se retrouveront tous sans emploi? Je précise encore une fois de plus, je découvre à l'instant où je fais cette vidéo le débat. Donc, je n'ai pas anticipé. D'ailleurs, je me suis tenu de le faire ainsi, de pouvoir découvrir en live, en réel, la vidéo pour pouvoir ne pas avoir un jugement biaisé. Vous voyez bien que tout ce que j'ai déjà pu dire, certains éléments sont en train d'être repris. Mais sauf que moi, j'apporte beaucoup plus de profondeur, je le pense, sans me jeter trop de fleurs, mais je préfère quand même être humble là-dessus. En tout cas, libre à vous d'en juger. Je vous laisserai en commentaire, bien sûr, de dire ce que vous avez en pensé jusqu'ici. Mais je pense quand même que je suis bien dans le thème et avec une profondeur beaucoup plus accentuée que ce que ces deux individus, quand même, bon, légitimes, mais limités dans la proposition que quelqu'un comme moi peut faire pour pouvoir faire avancer le débat, mettre le débat à un niveau qualitatif encore plus exigeant. « 5 ans, le consensus mondial des experts en intelligence artificielle sur Terre était que l'intelligence artificielle rejoindrait l'intelligence humaine en 2100. 1000 jours plus tard, en 2023, après la sortie de ChatGPT 3.5, le consensus mondial était passé à 2031 pour notre dépassement. Vous voyez que le consensus s'était rapproché de nous de 70 ans. Donc en réalité, l'IA a progressé tellement vite, beaucoup plus vite que ce que pensaient les experts, ce qui fait qu'on n'a pas commencé la réflexion politique et sociétale sur ces sujets-là. Il va falloir maintenant y réfléchir. Alors il y a plein de solutions. Sam Altman propose le revenu universel pour 99% de la population, le fondateur de ChatGPT. Bill Gates considère que les gens ne vont plus travailler. Et vraiment, pour vous qui êtes des jeunes travailleurs, regardez son interview de la semaine dernière. Je dois dire que, de par mes lectures, comme je dis, un ingénieur ou quelqu'un qui... C'est pour ça que j'aime bien toujours coupler les disciplines avec un champ de visuel assez 360 degrés, transversal. Avoir une vision de bout en bout pour pouvoir mieux critiquer, dans un sens amélioratif, les choses, quel que soit le sujet. Ce qu'il dit ici, évidemment, est intéressant, la question du revenu universel. Elle a déjà été posée maintes fois, elle s'est toujours posée à chaque fois qu'une nouvelle technologie, de l'automatisation, arrivée dans le monde de la société, dans l'entreprise, dans le quotidien. De par mes lectures, par exemple, David Graeber, excellent auteur canadien qui a écrit Bullshit Job, et bien d'autres d'ailleurs d'auteurs là-dessus qui ont déjà planché sur la question du revenu universel. Est-ce que demain on va atteindre cet état de fait où on va rester dans une situation dans laquelle, puisque les machines auront pris notre travail, on va pouvoir toucher un revenu donc tous les mois qui sera bien limité, ou en tout cas récurrent? La question ici, pour moi, elle est quand même à nuancer. Je pense que, et donc là, je prends la thèse de David Graeber pour pouvoir vous donner mon idée là-dessus. Vous allez continuer à travailler. Moi, je peux vous le garantir. C'est bien beau, tous ces outils-là. Est-ce que l'humain restera à la maison? Parce que beaucoup de personnes ont un mauvais jugement quand il s'agit de poser la question du revenu universel. Sachez que, fondamentalement, ce qui se joue en compte dans cette question,
il y a deux éléments, deux aspects que David Graeber le rappelle. La question du revenu universel pose deux sous-questions sous-jacentes, à savoir le politique et la morale. À savoir la question politique et la question morale. Imaginons donc une expérience par l'avancée. Si demain vous ne travaillez plus, donc vous êtes salarié aujourd'hui, pardon, vous êtes demain maintenant du fait que, enfin vous êtes obsolète du fait que l'IA vous a remplacé après votre travail. Vous pensez véritablement que les politiciens vont vous laisser tranquille à la maison, tranquille, assis sur votre canapé, regarder votre match, siroter un petit vin et tout le reste, et à la fin du mois toucher un salaire récurrent? Je vous pose réellement la question. Vous pensez que réellement c'est ça le revenu universel? Parce que beaucoup ont en tête cet état d'esprit, cet état de fait en disant que revenu universel, je ne fais rien au quotidien, je ne fous rien. Et je suis assis sur mon canapé, je sais pas, je vais jouer dehors, je n'apporte rien d'éléments en retour, d'obligations vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'État-nation qui me dirige. Et par conséquent, toucher en même temps un salaire à la fin du mois, enfin une forme de revenu, oui, un salaire récurrent, gratuitement, du fait du travail des machines au sein des usines, au sein des entreprises. Ça n'arrivera jamais. Sautez tout de suite de cette idée-là. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que la question, comme David Graeber le rappelle, elle est politique et elle est morale. Si on vous laisse dans cet état de situation, vous allez commencer à vous poser trop de questions sur votre existence même au quotidien. Vous allez commencer à vous poser des questions sur votre vraie valeur d'être humain. Être, comme je le dis, être au sens ontologique. Qui est l'être humain? Quelle est ma place sur cette terre, etc. Et par conséquent, ça va vous obliger, dans ce questionnement-là, à vous poser la question de qui me dirige, à quoi sert l'État, à quoi servent ces politiciens. Donc, par conséquent, commencez à aller titiller le politique dans sa véritable valeur ajoutée au sein de la société. Et vous allez tout de suite vous en rendre compte que ce politique-là, aujourd'hui, force de le constater, ne sert plus à rien. En fait, est un parasite et tout simplement quelqu'un qui essaie de vous dominer. Et cela va constituer, par une masse très critique, peut constituer une révolte. Et le politique en a conscience de ça. Et comme il en a conscience de ça, il ne vous laissera jamais, je dis bien jamais, même dans cette forme de revenu universel, tranquille, assis à la maison et sans rien faire. Donc vous allez toujours devoir apporter quelque chose en retour. Quelque chose qui va pouvoir occuper votre cerveau pour que vous ne pensiez pas à la condition réelle d'existence, d'utilité du politique dans la société dans laquelle vous êtes. D'autant plus en France, où les politiques, je pense que quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, on va vous obliger, je sais pas, à faire des tâches à la con, d'où bullshit job, qui seront là uniquement pour vous occuper vous, pour que vous ne puissiez pas penser déjà à votre propre existence, votre propre être, mais par conséquent, derrière ça, de ne pas penser réellement à la vraie utilité du politique. Il faut avoir conscience de ça. Je vous laisse continuer et on va peut-être terminer parce que là, il est déjà 2 heures. Likez, partagez massivement. Là, je ne peux pas faire plus mieux. Je suis en train de vous donner des analyses assez croisées de toutes mes lectures et un point de vue très critique, évidemment, de la question de l'IA avec une valeur ajoutée, je pense, beaucoup plus enrichissante que ce débat uniquement entre deux individus que j'en ai marre de voir, qui ne font que rester sur on va dire, des points de vue déjà, assez matures et très basiques, binaires, on va dire pour le coup. Est-ce que l'IA est-elle supérieure à l'humain? D'un côté oui, d'un côté non, sans véritablement entrer en profondeur, tel que je pense que j'entre en profondeur dans la question en elle-même. Comme vous savez, Elon Musk a développé une société, Neuralink, destinée à mettre des microprocesseurs, des puces électroniques dans le cerveau de nos enfants pour les rendre compétitifs avec l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il avait un mot très fort, il disait « il faut faire ça ». Si nous voulons éviter que demain nous soyons les labradors
de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des gens qui proposent des choses bouleversantes d'un point de vue éthique, religieux, et qui proposent de faire de l'eugénisme intellectuel. Aux États-Unis, la première société qui sélectionne les bébés sur la base de leur intelligence s'est créée. Je vous invite à aller voir l'offre commerciale d'Heliocept Genomics, qui pour 50 000 $ vous fait 100 bébés en éprouvette à partir des ovules de du conjoint et puis votre spermatozoïde ou l'inverse selon que vous êtes un homme ou une femme. Vous fabrique 100 bébés et après analyse l'ADN des 100 bébés par séquençage de l'ADN et choisit le bébé le plus intelligent et met dans l'utérus le bébé qui est le plus intelligent après l'analyse génétique. Ça semble monstrueux et c'est vraiment impensable sur le plan éthique. Voilà des questions quand même aussi, des terrains sur lesquels par la revue on peut Science, véritablement constater que nous sommes dans une forme de décadence, de dégénérescence de la société. Je suis désolé, je prends le parti pris évidemment. C'est ça c'est un constat, évidemment, c'est un constat. Vous voyez bien qu'on est dans cette société d'eugénisme, évidemment. On veut le plus beau, le plus grand, le plus intelligent, le plus riche, le plus neuf, etc. Sauf que on commence à appliquer ces théories-là à l'humain, sur l'humain. Et ici, cela va faire des dégâts. Quand on regarde bien que d'autant plus aux États-Unis, mais cela va arriver. Ce qui se passe aux États-Unis est simplement une projection future de ce qui va se passer en France. Voilà, les États-Unis, comme on a pour habitude de le dire, c'est une image, voilà, de la France dans 10 ans, etc. Et donc là, par exemple, là, typiquement sur cette question morale, éthique, évidemment, de la production, production de bébés. On entre véritablement dans des questions de décadence. Pourquoi? Parce que je pense que, évidemment, lorsqu'on est sur un point de vue typiquement humaniste, humain, on voit bien que la faculté de mettre au monde l'individu passe par la femme jusqu'ici, sauf que demain, et c'est déjà le cas dans certaines situations, vous voyez bien qu'on va arriver dans un monde dans lequel les enfants, on va naître dans des éprouvettes, avec des choix de sélection d'ADN, qui est plus intelligent, qui décide. Voilà, ces entreprises-là qui font la loi, la pluie, le beau temps. Et on va entrer également dans des questions de disparité de classe sociale, voilà, de racisme, parce que évidemment on va sélectionner la bonne couleur de peau, évidemment, et des individus qui sont en notre image. Bref, ça pose tout un tas de questions. Voilà, pour la place de l'humain et évidemment même ça questionne in fine sa propre existence. En fait, ça vient questionner, ça va toucher d'ailleurs même la dangerosité évidemment de la disparition de l'humain sur cette terre, parce que on entre déjà dans le transhumanisme, voilà, avec des individus tels que Elon Musk et tout ce type de personnage de cette rampe. C'est là la partie obscure, si je pourrais dire, déviante de la technologie. Donc, d'un côté, on a la partie où l'IA nous donne, évidemment, des résultats assez riches, nous permet d'aller plus rapidement sur certains aspects, nous permet d'être plus évolué intellectuellement, donc de pouvoir permettre à ce que tout un tas de personnes d'ailleurs qui n'ont peut-être pas fait des études assez avancées puissent en savoir dans d'autres secteurs. C'est ça qui est bien. Voilà. Comme on dit, la technologie, c'est ce que vous en faites avec. Comme un couteau, évidemment, vous pouvez couper du pain, du jambon, de la baguette et tout le reste, mais derrière, vous pouvez également tuer. Sauf que nous vivons dans une société où le capitalisme s'étend à tous les niveaux, l'extension du capital à tous les étages. Et qui dit extension à tous les étages, dit également aussi même aller dans des zones sombres, pour le coup, et remettre voie véritablement la propre même notion d'existence de l'humain, de sa capacité à exister, à occuper la Terre comme étant entité humaine à travers notamment la production de nouveaux individus demain humains qui, je sais pas si on nous appellera encore humains, mais libre à vous de trouver un thème voilà adapté à cela, mais des personnes qui naîtront dans des éprouvettes, je ne sais pas si on peut encore qualifier ça d'humain. La question est posée, elle est éthique, elle est morale, elle est tout ce que vous voulez, mais on est en plein débat.
Je rappelle que tout cela, c'est toujours au nom du progrès, au nom de la rapidité, au nom de la 28% des Américains souhaitent, en plus de la sélection, d'aller plus vite, mais on ne sait jamais pourquoi. Aller plus vite pour faire quoi? Pourquoi? Pour réaliser quoi? Mais je pense que vous avez compris, toujours dans les réalisations et les buts du capital. Je pense que cela n'échappe, à minima en tout cas. Il y a d'autres, bien sûr, d'autres visées politiques, idéologiques, voire même spirituelles derrière, si on va encore beaucoup plus loin. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans ce sujet de débat, c'est que cela me permet de pouvoir vous donner d'autres points de vue encore beaucoup plus avancés. Mais à minima, sur un point de vue matérialiste, au service du capital. Parce que, évidemment, s'il faut remplacer un humain, si aujourd'hui, un employeur est capable de faire du chiffre d'affaires rapidement sans ses employés, je pense que tout employeur aurait idée à aller dans ce genre de méthode, en fait. Toute la logique, toute l'avancée de la société se retrouve dans cette logique-là. L'IA ne vient que accentuer cela. Donc, en soi, l'IA n'est pas comme un couteau, comme je l'ai pris comme exemple tout à l'heure. L'IA, en fait, sert de prétexte, tout simplement. Mais la logique derrière, elle est capitaliste, en minima, sur un point de vue matériel, mais d'autres plans idéologiques encore viennent se greffer à cette idée-là. Faut-il arrêter de travailler? Faut-il nous augmenter comme les transhumanistes de la Silicon Valley le souhaitent? Je n'ai bien évidemment pas la réponse et je pense que ça n'est pas à la Silicon Valley de décider où va l'humanité. Je pense que tout le monde doit s'impliquer dans ce débat fondamental. C'est pour ça que je vous invite à faire de la politique, en plus d'apprendre à vous servir des meilleures intelligences artificielles. Une dernière question pour Laurent Alexandre dans le public, peut-être? Oui, une question pour vous, Laurent, en référence à Boris Vian. Si nous étions à la fin du monde et que vous aviez un choix à faire, irréversible, et que ce choix sauverait la planète, entre la locomotive et un petit oisillon, qu'est-ce que vous choisiriez pour sauver la planète? Bon, je pense que je pourrais m'arrêter ici. J'espère que ça a été Je choisirais la locomotive pour m'en aller du lieu de l'explosion fatale que je pense. Et après, on va conclure. Abonnez-vous une fois de plus. C'est très important. Et continuons quand même rapidement pour essayer d'aller plus rapidement dans ce débat. Mais je pense que la majeure partie des choses ont été dites. On peut véritablement s'accorder là-dessus. Vous voyez bien que j'essaie quand même de balayer. J'ai fait exprès de balayer. Alors, on a à peu près 35 minutes là dans la vidéo, mais on a déjà fait plus de 2 heures dans mon intervention. Parce que c'était essentiel, important de rajouter ces éléments-là pour moi. Poursuivons un tout petit peu quand même. Vous allez pouvoir nous rejoindre pour échanger un peu plus directement. Merci Raphaël Enthoven. J'avais envie de vous poser une première question. Alors Laurent Alexandre a un peu vendu la mèche en disant que vous serviez d'une très vieille version de chat. Je n'ai pas cité le philosophe dont il était question. Oui, mais on a tous compris. On a vu sa tête à l'image. Donc effectivement, vous servez d'une vieille version de ChatGPT. Pourquoi? À quelle fréquence? Je m'en sers assez peu. Je lui pose des questions. C'est une sorte de Google amélioré pour l'instant dans mon existence. Je m'en sers assez peu. Enfin, ce que je veux dire, c'est je m'en sers. En tout cas, là où je ne m'en sers pas du tout, c'est dans l'exercice de mon métier, c'est-à-dire l'écriture ou bien la philosophie. C'est là que je n'en ai pas l'usage. Ou alors sur des informations.
des informations, la synthèse d'une pensée que j'aurais un peu oubliée ou dont je n'aurais pas lu tous les livres, etc. Bien sûr, des trucs de seconde main de qualité parfois, bon, mais en je aucune pense qu'on va façon s'arrêter pour là parce trouver qu'il n'y une a plus problématique, grand-chose que je pourrais rajouter, trouver une parce que là, maintenant, intuition. J'en ai un ressasser, usage très, très réduit. de toute façon, Je peux dire 2 mots sur ce qui a déjà été dit entendu, quelque part, bien sauf sûr, que parce maintenant l'échange va s'effectuer uniquement entre eux. Non, pas du tout. Et je vais peut-être avancer pour écouter s'il y a d'autres parties plus intéressantes que ça. Mélancolique de Zweig, il y a aussi le fait de dire que ce que nous croyons remplacer, en réalité, n'est pas remplaçable. Et que c'est une compétence qu'on n'appelle pas intelligence. C'est une compétence qui ne se mesure pas. Le problème, ce qui nous met hors d'atteinte, d'une certaine manière, des machines, ça n'est pas notre complexité, c'est notre simplicité. J'appelle simplicité tout ce qui, en nous, ne s'explique pas sans se perdre. Essentiellement, l'amour, le sentiment du beau, ou bien l'intuition sont des exemples sur lesquels on pourra revenir. Je suis heureux de vous découvrir nostalgique et un poil réactionnaire, ça me fait vous plaisir. Vous en doutiez, camarade Non, en réalité, je le savais, grand philosophe, un progressiste comme vous découvriez ce soir. Mon avis, c'est comme BHL qui est considéré comme grand philosophe. Et de plus en plus un connaisseur extraordinaire de l'IA, alors qu'il y a une partie des grands philosophes français, dont Raphaël, qui refusent toujours de sauter le pas complètement et d'admettre la puissance incroyable de l'IA. L'IA, c'est pas la puissance. L'IA, non, attends. L'IA, c'est pas la puissance. L'IA, c'est le pouvoir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est tout le fond de l'histoire. Ne chipote pas. Non, je chipote pas du tout. C'est une nuance essentielle. Ça reste quand L'IA, même c'est pas la aussi, puissance. L'IA, c'est le pouvoir. Très essentiel, et le pouvoir est rancunier. C'est la vieille rancune du pouvoir contre la puissance. C'est le roi et l'oiseau. L'oiseau n'est pas saisissable par le roi. Du bac, par exemple, est-ce que la puissance est-elle le pouvoir? Est-ce que l'on pourrait mettre un signe d'identité, d'égalité entre les deux? Chacun a son avis là-dessus. Suivons un tout petit peu réellement comment il développe cette notion-là. Parce que de la même manière que la puissance est celle de l'artiste, le pouvoir est celui du financier par exemple, eh bien de la même manière qu'on ne peut pas devenir artiste avec l'argent dont on dispose, la puissance n'est pas le pouvoir, il faut maintenir cette nuance. Laurent Alexandre, dans ce que se disait justement Raphaël Enthoven, c'est que des choses vont disparaître avec l'IA. On nous dit souvent, les plus optimistes disent théorie schumpeterienne, l'IA va détruire des millions d'emplois, mais vous inquiétez pas, il y a toujours de nouveaux emplois qui ressurgissent. On a l'impression que la révolution de l'IA en matière économique, c'est qu'il n'y a plus de... Pour essayer de voir quand même la finalité, la fin de ce débat, de cet échange entre les deux. Bon, je reviens un tout petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Bosser, il ne faut pas être des grosses feignasses. Je pense qu'il faut développer des projets. Il faut être entrepreneur. Il faut développer ce que les anglo-saxons appellent l'agency, c'est-à-dire la volonté de faire. Parce qu'aujourd'hui, critiquer mon ami Raphaël, mais ne cultivez pas trop les nostalgies et montez sur le TGV de l'intelligence artificielle pour trouver les métiers de demain, pour trouver les nouvelles activités de demain. La nostalgie est sympathique quand on a 65 ans comme moi, mais quand on a 20 ou 25 ans aujourd'hui, c'est un piège mortifère. Alors, justement, est-ce qu'il y a des réactions dans le public? Est-ce que vous êtes horrifié par le piège mortifère ou au contraire
plein d'optimisme. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ce bout de débat? J'ai pas très bien écouté Bonsoir. son poste. Jennifer Alliedor, je suis experte en HR-Tech, donc ce sont des sujets qui me parlent beaucoup. Merci pour vos constats, ils sont implacables. Est-ce que nous sommes en train de construire comme c'est le cas souvent quand on fait du bullshit job et des trucs à la con, on se définit toujours avec un anglicisme voilà, pour essayer d'apporter une forme de crédibilité. C'est à l'aide du temps, voilà, mais bon. Écoutons quand même, restons dans le débat, mais c'est quand même fascinant dans cette société, c'est que on n'utilise plus réellement les mots simples pour décrire le réel, mais on va emprunter de l'anglais, de l'anglicisme, mais on va mélanger ça avec du français pour essayer de donner une certaine forme de pesanteur, de dimension, comme si comme si c'était difficile de se définir en des termes très simples pour dire réellement ce que l'on fait. Suivons et en tout cas l'intervention de Raphaël Antoven. Enfin, de Dr Laurent Alexandre. Je vais vous répondre. J'ai écrit sur ce sujet un papier dans le Figaro il y a 10 jours. Il faut que votre génération bosse davantage. Dans le papier du Figaro, écrit avec deux de mes amis, on a repris les études récentes sur la démission des étudiants. Ouais, même à Cambridge, les étudiants bossent moins aujourd'hui et se reposent trop sur l'intelligence artificielle. Et je le vois parce que le plus jeune de mes gamins fait des sciences à Cambridge et il est au King's College, qui était le collège dans laquelle Alan Turing, enfin bref, vous voyez bien, donc il y a une forme d'association de l'intelligence en fait de son fils avec celle d'Alan Turing, parce que c'est ça en fait dans le subconscient, le message derrière qui est véhiculé. Si mon fils est dans cette école-là et que c'était l'école dans laquelle Alan Turing a étudié, donc forcément il y a cette forme d'association. Bon, peut-être alors que peut-être son fils est là-bas uniquement par recommandation. En fait c'est bon, bref, je vais pas trop en parler, continuons quand même. me disait qu'en un an, ils sont passés de 100% qui apprenaient à coder en Python à 0%. Depuis que Sam Altman a dit que ChatGPT serait meilleur à Noël 2025 que le meilleur développeur informatique au monde, eh ben, mon gamin et puis ses copains à Cambridge, ils ont arrêté d'apprendre à coder. Donc je pense que ça c'est une erreur, je l'ai d'ailleurs dit à mon propre fils, je pense qu'il faut s'astreindre d'une discipline, il faut bosser à l'ère de l'IA plus qu'avant. Parce que si l'IA galope et que nous, on arrête de bosser, ça va forcément mal se terminer pour chacun d'entre vous individuellement, puis pour la collectivité dans son ensemble. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut bosser, il ne faut pas être des grosses feignasses. Je pense qu'il faut développer des projets, il faut être entrepreneur, il faut développer ce que les anglo-saxons après appellent l'agency, c'est-à-dire la volonté de faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est que il faut travailler, il faut revenir aux bases en fait. C'est pas parce que aujourd'hui la plupart des crétins, des individus qui utilisent l'IA à toutes les sauces là d'ailleurs, c'est pas parce que ces individus utilisent l'IA dans ce sens-là qu'il ne faudrait pas revenir aux bases, qu'il ne faudrait pas apprendre les fondamentaux. J'ai pris l'exemple d'équation différentielle par exemple aujourd'hui, qui n'est plus enseigné par exemple au lycée. Toujours est-il que c'est pas parce que ChatGPT, la version de ChatGPT est capable de le faire en un claquement de doigts que vous ne devriez pas apprendre à la main par méthodologie comment résoudre par exemple une équation différentielle du premier ordre, du second ordre et voire de plusieurs variables et voire de manière non linéaire. Ça, pourquoi je le dis, et c'est ce qu'il fait étalage d'ailleurs, c'est que il faut travailler, il faut revenir aux bases. C'est l'acquisition de ces bases-là qui va faire que vous serez encore en mesure d'aller questionner, d'aller en profondeur de la connaissance de ces outils d'intelligence artificielle. Et donc ici, concrètement, c'est-à-dire que plus vous allez vous-même travailler en soi,
Donc, apprendre du développement informatique, c'est pas parce que l'IA est capable de vous pondre 200 lignes de code derrière un claquement de doigts que vous devrez cesser d'apprendre comment on développe un programme informatique. Parce que si vous reposez uniquement sur le fait que l'IA est là, et donc par conséquent, je peux me soustraire de cet apprentissage du développement informatique, vous êtes foutu. Vous êtes foutu par rapport à quelqu'un qui aura fait cet effort-là. Parce que cette personne-là, en plus d'avoir cette connaissance de base, de savoir développer un programme informatique, pourra mieux orienter l'IA par la suite pour pouvoir atteindre encore un but beaucoup plus élevé par rapport à vous. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer malheureusement, c'est que les individus délèguent leur pensée générale à l'IA. Et donc, comme on est dans une société qui encourage la paresse, la fainéantise, et une connaissance très faible, ça créera des individus donc qui vont se reposer sur le laurier, sauf que derrière, ceux qui auront fait cet effort vont être les gagnants, les champions infinis. Et là, je suis d'accord avec lui. Enfin, je ne peux qu'être d'accord avec lui. C'est un fait, c'est une réalité en soi. Il faut rester factuel. Nous dépassent, ceux qui auront un projet d'entrepreneurs, qui auront des nouvelles idées, qui développeront des nouveaux produits, ils s'en sortiront, même si l'intelligence artificielle a 50 points de quotient intellectuel que nous. Donc, vous voyez, il faut bosser, voilà ce que je il faut disais, avoir des projets, dans l'intrisme, dans le conformisme, il faut entreprendre. Vous voyez bien que dans un mélange je pense que c'est la vraie bonne réponse, et il ne faut surtout pas que les étudiants continuent à ne pas bosser. Un chiffre, toujours, que je citais dans l'article. Je ne vois pas, comme je l'ai dit, les profils comme le mien. Et à côté de cela, vous avez un journaliste, il travaille au Figaro. Donc en gros, ces deux individus ne sont là que parce que ce sont des affinités, des accointances, etc. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la France. Voilà. Malheureusement, ça ne profite pas à un maximum de personnes. D'où pourquoi je me dois de faire ce genre de vidéo. C'est une obligation morale pour moi, intellectuellement, en tout cas dans une démarche honnête pour moi de le faire. Et j'ai tenu à le faire. Et comme j'ai tenu à le faire et vous apporter un éclairage quand même beaucoup plus riche et dense, mettez en commentaire, commentez, likez, partagez massivement cette vidéo. C'est très important. Utilisent pour leur copie d'examen ChatGPT. Ils font une copie avec leur téléphone de la copie d'examen, et puis après, ils recopient ce que ChatGPT a mis sur le téléphone portable. Et les surveillants laissent faire, ce qui est absolument incroyable. Non, il faut que les étudiants soient capables de réfléchir sans l'IA, et moi, je suis favorable à ce que ChatGPT soit interdit pendant les examens, qu'il soit autorisé pendant toute l'année, mais que pendant les examens soient les sessions soient surveillées, très intéressant, et que l'utilisation de l'IA soit interdite, de manière à ce que les gens se forment en parallèle de l'intelligence artificielle et ne deviennent pas, comme je disais tout à l'heure, des grosses feignasses qui, cette fois-ci, vont se faire laminer et écrabouiller par l'IA. Elles savent conclure, elles. Fait en sorte que les élèves, les écoliers, dès le bas âge, même dès la maternelle, à partir du moment où le genre humain a conscience d'utiliser, de taper sur un clavier, l'IA devrait être autorisée à l'école. Maintenant, le jour de l'examen, créer un cadre dans lequel, maintenant, cette fois-ci, l'élève pense pas lui-même. Donc, en tout cas, l'esprit de l'examen, ça a toujours été le fait de pouvoir prouver que je suis capable de penser par moi-même et donc de restituer la connaissance qui m'a été enseignée avec une certaine fiabilité. Et c'est ce score de fiabilité qui est jugé par les maîtres, en fait, par nos professeurs, par nos pairs. Donc, P-A-A-I-R-E-S, voilà. Donc, aujourd'hui, malheureusement, lorsque vous laissez à la masse sans contrôle, sans cadre prédéfini et bien pensé, l'usage de l'IA,
ça fait en sorte que les individus sont perdus et donc chacun à gauche, à droite utilise l'IA à sa manière. Cela donne quand même une hétérogénéité de l'usage de l'IA. Et c'est malheureux à le dire, on va tomber dans des extrêmes et on n'aura pas les résultats ou les perspectives d'avenir qui auraient dû être véritablement dans ce cadre, dans un cadre qui aurait été bien défini. Voilà. C'est ça que je veux dire. Je voudrais ajouter un mot pour conclure avant le vote. Un mot, c'est injuste. Je veux dire que je suis d'accord avec toi. Tu vois? Mais oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais pourquoi suis-je d'accord avec ce que tu viens de dire? Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque. Ce que tu viens de dire, la paresse, le risque de la paresse qui vient avec les prouesses de l'IA, a été théorisé il y a 2500 ans dans un dialogue qui s'appelle le Phèdre, un dialogue de Platon, moi j'aime bien les débats dans lequel qui se termine sur le mythe de Teut. Et ici quand même, je constate que Raphaël Enthoven, à chaque fois, et dans certains moments en tout cas, comme c'est le cas ici, pour essayer de renverser la vapeur et prendre le contrôle dessus sur Dr Laurent Alexandre, et il va donc le ramener à la base philosophique, à citer par exemple un auteur donc d'autorité, Platon et tout le reste, pour essayer toujours après c'est de bon ton, c'est de bonne guerre entre guillemets bien sûr. Ça nous permet également aussi d'aller questionner, d'aller ouvrir ses œuvres et de s'y référer, ce qui est bien d'ailleurs. Mais vous voyez bien qu'il y a une sorte de jeu de verbal et moi en tant que philosophe, ce que tu viens de dire en fait, ça a déjà été théorisé par tel philosophe, par telle figure d'autorité et donc par conséquent tu ne dis rien de nouveau. J'en ai conscience de ça. Et donc il y a cette forme, j'aime bien parce que c'est quand même intéressant, ça montre à quel point lorsque vous avez deux individus avec des parcours différents et des disciplines, des compétences différentes, ça crée dans ce genre de débat, ce genre de situation, parce que chacun veut essayer de prendre le contrôle et donc d'avoir une certaine hauteur de la question par rapport à l'autre. Teut, c'est le dieu de l'écriture. Et Teut, un jour, se présente à Thammuz, roi de Thèbes, et il lui dit « Pharaon, roi, j'ai mis au point une méthode extraordinaire pour sauver la mémoire. » « Ah bon, lui dit le roi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça s'appelle écriture, regarde. » Et Teut trace ses premiers hiéroglyphes sur les tablettes. Et le roi, qui est pas bête, lui dit que les inventeurs sont mauvais juges des effets de leurs inventions. Car ce que Teut vient de mettre au point, ça n'est pas un moyen de sauver la mémoire, mais, dit-il, de sauver l'oubli, puisque désormais c'est de l'extérieur et non plus de l'intérieur que nous nous souviendrons. C'est en déléguant à des outils le soin de se souvenir à notre place que nous nous en souviendrons. Or, un tel syndrome, on le voit multiplié par 1000, à chaque fois qu'on vit un truc mémorable, on a besoin de le prendre en photo. Pas pour s'en souvenir, précisément pour pouvoir l'oublier. Et de façon générale, la technique est une invitation permanente à travailler moins. Or, ceux qui travaillent moins, ceux qui ne se servent pas des outils, ceux qui se servent des outils, ceux qui, au lieu de travailler par eux-mêmes, se servent des outils dont ils disposent, perdent deux fois du temps. D'abord, ils perdent du temps à faire leur recherche sur les outils, et ils perdent du temps parce que c'est du temps qu'ils ne consacrent pas à la confection d'une pensée véritablement autonome. Mais j'insiste sur ce point, c'est un problème que Platon a théorisé et mis en mythe il y a 2500 ans. Une question n'a rien de nouveau. Et avec une mémoire assez vaste, donc à tout moment les gens prennent des photos, les gens ne cherchent même plus à retenir quoi que ce soit, on prend juste en photo. Donc on n'utilise plus notre intellect, la partie qui stimule notre intellect pour pouvoir mémoriser l'objet, mémoriser la question, mémoriser la pensée en question. Donc on délègue nos souvenirs à la machine. Et si
comme on le dit bien en science, un muscle qui ne travaille pas est un muscle qui s'atrophie. Et par conséquent, on devient quelque part de plus en plus bête parce qu'on n'utilise plus d'ailleurs certaines zones mémoire de notre cerveau. On devient des êtres diminués. Et à côté de cela, on va vous mettre en place, c'est là le danger, des outils d'intelligence artificielle ou des outils qui sont là uniquement pour vous donner l'impression que vous pouvez tout sauvegarder, prendre en photo, etc. Sauf que c'est une forme en fait d'esclavagisme en fait, c'est une forme intellectuelle, technique, technologique, tout ce que vous voulez, parce que vous êtes de moins en moins possédant de vos propres moyens d'existence, de penser même en soi. Et comme on est dans une société qui encourage la fainéantise, enfin la paresse, de la paresse vient la fainéantise, et après, derrière, vous avez des individus qui sont incapables de pouvoir réfléchir correctement. On va terminer et conclure le débat là-dessus. Likez, partagez, abonnez-vous. C'est très important pour moi, pour mon travail. Je le répète parce que j'ai quand même assez déroulé assez longtemps pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre en profondeur certains éléments. Et écoutons juste la fin et puis on va conclure. On terminera là-dessus parce que c'est beaucoup plus qu'un mot, hein, Raphaël Enthoven. Mais oui, c'était très bien. Donc on va pouvoir. C'est pas juste. On va pouvoir passer. Si c'est juste parce que je vous ai laissé parler malgré tout. On va pouvoir passer au vote du public. On va écouter le vote. Rappelle le précédent vote. 24% seulement pensaient que l'IA est plus forte que l'humain contre 76% qui pensaient l'inverse. On va voir si l'opinion a bougé et si Laurent Alexandre a rattrapé un peu de son retard. Vous pouvez voter de nouveau. J'en peux plus pour le perspective philosophique. C'est tous des étudiants ingénieurs, master, à garder plus l'humanité au lieu de s'adapter à l'intelligence artificielle. Je pense toujours que on est sur une complémentarité. J'ai pas beaucoup changé d'avis, mais c'est juste j'ai eu un peu peur parfois dans le débat par rapport à ce que l'IA peut faire à la future génération, de choisir le bébé qui est plus intelligent, franchement, ça fait grave peur. Je suis toujours pas d'accord avec le fait que l'IA soit meilleure et qu'elle dépassera un jour l'humain. Alors, je n'ai pas changé d'avis, mais j'aime beaucoup la vision de M. Laurent Alexandre, qui est plutôt dans un discours très optimiste. Fin du suspense, nous avons donc les résultats du vote, un vote qui a beaucoup évolué, et on a donc 44% de oui, l'IA est plus forte que l'humain, et 56% de non, le non continue à l'emporter, mais il y a 20 points de différence entre les deux, donc Laurent Alexandre a été, semble-t-il, assez convaincant, mais je crois que j'aurais moi-même voté oui à deux individus sur le plateau, comme je l'ai dit. Le but, c'est de pouvoir permettre le débat, vous également, vous pouvez y participer, et donc c'est le moment, c'est l'occasion. Je vous invite, je vous exhorte à pouvoir le faire pour que je puisse également avoir d'autres avis. Ça aide à faire grandir tout le monde. Bon voilà, on va s'arrêter là. Merci les amis, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une autre intervention qui sera, je l'espère, beaucoup plus courte. Mais là, aujourd'hui, c'était quand même assez essentiel de pouvoir balayer toute cette intervention, ce débat. C'est toujours la faute de la question. C'est comme avec les sondages, mais en tout cas, ça nous a fait réfléchir, je crois, et c'était le but de cette émission. Cité quand même assez humble, mais néanmoins profonde pour que vous puissiez en avoir conscience des vrais enjeux autour de la question de l'intelligence artificielle et de ses impacts au sein de la société. Restez concentrés et merci, on se retrouve à la prochaine. Au revoir.